Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité ce soir, sachez tout d'abord que le Premier ministre Emmanuel Nadingar a fait une communication cet après-midi à l'intention des syndicats, des patronats, des associations de défense des droits de l'homme et ceux de la société civile. Vous suivrez cette communication dans un instant, le temps pour nous de découvrir cette information relative, n'est-ce pas, à la rencontre qui a eu lieu ce matin entre la délégation tchadienne et centrafricaine, le chef, l'ex-chef rebelle tchadien Babaladé et 4 de ses compagnons, comme vous le savez, accompagnés de 2 ministres centrafricains, du médiateur de la République centrafricaine et des représentants de la force internationale basée en RCA, ont regagné la légalité le 5 septembre dernier. Ce matin donc, les 2 délégations tchadiennes et centrafricaines se sont retrouvées autour des échanges très fructueux par rapport justement à ce retour. Le point avec Rangacham Irina. Après 3 jours d'intenses travaux, les diplomates tchadiens et centrafricains ont respectivement apposé leur signature au bas du communiqué final. C'était en présence de Babaladé, chef du Front populaire pour le redressement, de retour au Tchad il y a de cela 3 jours. Pour le ministre de la Sécurité publique du Tchad, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage de cette rencontre. Je pense que le gouvernement centrafricain, pour sa part, s'est engagé à faciliter le retour des compagnons qui sont encore restés là-bas. J'entends par compagnon de M. Babaladé. Et en retour, le gouvernement de la République accueillera à grand bras ouvert tous ceux qui ont décidé pour accompagner M. Babaladé dans la voie de la paix. Le ministre de la Sécurité publique de la République centrafricaine apprécie la collaboration agissante entre ces 2 pays. Nous sommes vraiment très heureux d'aboutir à cette conclusion et au nom de nos 2 chefs d'État, je vous remercie. À travers ce communiqué final, le chef du Front populaire pour le redressement, Babaladé, met donc fin à une décennie de rébellion armée contre le Tchad et la Centrafrique. Il s'est engagé à rapatrier ces éléments dans le délai requis par les 2 parties, à savoir tchadienne et centrafricaine. Et puis, vous pourrez suivre l'intégralité du communiqué final dans notre journal de 23h30. En santé, le paludisme représente la première cause de maladies et de décès survenus dans les structures sanitaires au Tchad. Si les dispositifs de prévention et de prise en charge commencent à afficher des résultats positifs, il n'en demeure pas moins vrai que la lutte contre le paludisme nécessite encore qu'on lui consacre beaucoup de moyens. La rencontre nationale sur la paludologie, organisée par le ministère de la Santé publique il y a quelques jours à Douguia, s'inscrit justement dans ce cadre. C'est le chef du département de la santé qui a présidé la cérémonie. Le point avec Adef Ahmad Benrama. Une intense formation en paludologie ou étude du paludisme. Durant 2 semaines, médecins et techniciens de la santé ont fait l'étude de la situation et procédé à des tests pour déterminer l'agent vecteur. Dans la phase pratique, ils ont pris gratuitement en charge des cas de paludisme au profit de la population du village d'Ouguia. Au terme de cette formation, les techniciens ont recommandé au ministère de la Santé publique de multiplier ce genre de formation, de financer les protocoles de recherche produits lors des travaux. Ils ont demandé au programme national de lutte contre le paludisme d'intensifier la surveillance épidémiologique et d'accélérer la révision de la nouvelle politique de lutte anti-paludique, aux partenaires de poursuivre avec leur appui multiforme. Officiant la cérémonie, le ministre de la Santé publique a mis l'accent sur les préoccupations du gouvernement en matière de lutte contre le paludisme. L'objectif assigné au programme national de lutte contre le paludisme est de réduire de 80% la mortalité et la morbidité du paludisme au Tchad. Les plus hautes autorités du pays accordent une attention particulière à la lutte contre le paludisme au Tchad. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, l'a singulièrement inscrit à son agenda. La présente formation fait partie de ses priorités.
il a reçu, je vous le redis, le professeur Ogobara et le professeur Ali Guindo au mois d'avril, donc pour vraiment demander l'introduction immédiate donc, de ces différentes mesures novatrices donc, au Tchad. Après avoir apprécié les résultats issus de la formation, le ministre a invité les participants à partager les connaissances acquises avec les autres collègues. S'agissant des recommandations formulées par les séminaristes, Dr Mahmoud Nawar Ngawara a rassuré que celles-ci seront transmises aux plus hautes autorités afin qu'elles soient traduites dans les faits. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Yambaï Massira Abel, a effectué du 4 au 7 septembre une visite d'inspection à Béché dans la région du Wadaï, à Tissi dans le Sila et à Birao en République centrafricaine. Le but de cette tournée est d'inspecter les troupes et les équipements de la force mixte Tchad-Soudan et la force tripartite Tchad-Soudan-Centrafrique. Précision, Gandata Ouhamia. C'était une tournée d'évaluation des capacités des forces de défense et de sécurité. Le chef d'état-major général des armées a visité tour à tour les régions militaires du Wadaï, de Sila, mais aussi la force tripartite Tchad-Soudan-Centrafrique à Birao. Partout, il est question de l'opérationnalité des forces de défense et de sécurité. Nous devrions aller nous-mêmes sur le terrain pour faire l'état des lieux, à savoir évaluer les capacités de nos forces, passer les directives de la réforme de l'armée, parce que c'est un processus qui doit continuer. Et enfin, avec les chefs, donner quelques conseils et envisager ensemble les actions à mener immédiatement, à moyen et long terme, dans le sens de la réorganisation de la réforme de notre armée. Le général de division Yambaï Massira Abel a fait un état des lieux des différentes forces visitées, ce qui lui a permis de donner des directives quant à la réforme de l'armée entamée depuis décembre 2011 à Moussoro. Des conseils ont été prodigués aux responsables militaires de ces forces qui œuvrent en faveur de la paix aussi bien aux frontières que dans les régions. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, la cellule de liaison des associations féminines CELIAF, en collaboration avec ses partenaires, apporte sa contribution dans la lutte contre la désertification. Les membres de cette structure ont procédé ce samedi à la mise en terre de plusieurs plants au village Amdar Marama, Siroué, situé à 5 km à l'ouest de la sous-préfecture de Kournari. C'était en présence de quelques personnalités. Marali Joséphine. La femme, pilier de la famille, est la première à subir les conséquences de la dégradation de l'environnement, raison pour laquelle elle doit participer d'une manière ou d'une autre à la protection de l'environnement au même titre que l'homme. L'acte que vient de poser la cellule de liaison des associations féminines CELIAF sur le site Andamarma Siroué traduit bien sûr ce souci. Sur une superficie de plus de 3 hectares, ces femmes de toutes les couches confondues ont mis en terre plus de 700 plants dont 150 arbres fruitiers. En choisissant de planter les arbres, la CELIAF entend accompagner le gouvernement dans ses actions de lutte contre la désertification enclenchée ces dernières années. Le chef du village Andamarma Siroué, Djibrine Idriss, s'est réjoui du choix porté sur son village. Toutefois, il invite les partenaires à les appuyer en matériel de production moderne afin d'augmenter leur productivité. Pour le coordonnateur de l'Union de Hadjer Lamis UHL, Adef Tanguy, le reboisement de ces sites aura un impact positif sur les activités socio-économiques des paysans. Par ailleurs, il s'engage à entretenir ces plans. Le responsable du projet Droits des femmes, politique énergétique et environnementale au Tchad réaffirme que la protection de l'environnement occupe une bonne place dans le plan d'action biennal. La CELIAF a créé 3 sites de forêt communautaire à Kana, à Gizédé et ici à Kournari. Ces 3 sites ont une superficie de 10 hectares chacun et doivent être clôturés et équipés par des pompes immergées solaires. Des logements gardiens sont en train d'être construits pour assurer la sécurité des équipements.
Le directeur de forêt et de la lutte contre la désertification, Porgo Ounli, satisfait de l'engagement de la CELIAF en faveur de la protection de l'environnement, exhorte les uns et les autres à agir dans le même sens. Je le disais à l'ouverture de ce journal, le Premier ministre Emmanuel Nadjingar a fait une communication cet après-midi à l'intention des syndicats, du patronat, des associations de défense des droits de l'homme et ceux de la société civile. C'est une communication relative à la grève qui perdure. Emmanuel Nadjingar a donné des précisions par rapport à l'application du protocole d'accord. Pour le chef du gouvernement, le protocole d'accord est intégralement respecté. Suivez. Si nous parlons des augmentations de salaire, nous voulons ici relever aussi à l'attention de tout le monde qu'en matière de protocole d'accord, le gouvernement avait eu déjà en son temps un protocole d'accord avec les agents de la santé, les syndicats de la santé, SYNTAS, un protocole d'accord avec l'éducation, ce qui a permis aux agents de la santé de bénéficier de plusieurs primes, tout comme aux agents de la santé. Le gouvernement a respecté comme il faut intégralement ses engagements dans le cadre du protocole d'accord avec la santé, moyennant 3 ans de trêve sociale. Le gouvernement a négocié cette trêve et avec les primes et autres avantages au niveau de l'éducation, et le gouvernement respecte ses engagements dans les bons rapports qui existent entre lui et l'éducation nationale, puisque jusqu'aujourd'hui sont restés tenus également au respect de cette trêve. Il faut dire qu'en matière d'avancement de salaire, si nous totalisons toutes les négociations qui ont été faites et l'application de tous les protocoles d'accord, nous tendons au niveau de la fonction publique, au niveau de tous les agents de l'État, à un salaire minimal de 90 000 francs le mois, loin même du SMIC de 60 000 francs. Et le salaire minimal de tout agent. Nous tendons à cela. Nous tendons à un salaire minimal de 117 000, minimal je dis bien, de 117 000 concernant la santé. Nous tendons à un salaire minimal de 120 000 ou 122 000 concernant l'éducation nationale. En termes d'augmentation de salaire, dans les différents accords que le gouvernement a eus donc avec les syndicats. Tout ça est très bien compris par l'Union des syndicats du Tchad, c'est-à-dire l'UST. Je saisis ici l'occasion de féliciter la tenue, la bonne tenue de la CLTT par rapport aux engagements que nous avions tous pris ensemble, puisque autour de ce protocole d'accord signé, ce protocole d'accord a été signé par l'UST, la CLTT et le gouvernement au profit de tous les agents de l'État. Et jusqu'à nos jours, la CLTT fait la même lecture que nous. Nous avions également partagé la communication avec la CSTT,
et l'avons invité à la lecture également de ce protocole d'accord. Nous entendions le faire avec toutes les autres centrales. Nous avions pris de vouloir également communiquer avec les associations de consommateurs parce qu'il y a la question de la cherté de vie qui se pose aussi par rapport à cette question. Et à d'autres associations de droits de l'homme pour communiquer avec eux et au besoin échanger également avec eux. En parler avec le patronat qui sont concernés dans toutes ces applications. Voilà le chef du gouvernement Emmanuel Nadjingar dans une communication faite cet après-midi. Et puis s'agissant des valeurs d'indice, le Premier ministre relève que cet aspect ne figure pas dans le protocole d'accord. Cependant, le gouvernement s'est dit disposé à étudier toutes les possibilités permettant de revoir à la hausse le salaire en fonction de la disponibilité des ressources. Point de vue salué par les responsables des différents syndicats qui invitent à la reprise du travail. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Notre reportage maison de ce soir nous amène à la découverte du métier des réparateurs des pare-chocs et autres accessoires en plastique, un secteur où ces réparateurs tiennent le haut du pavé. C'est également une activité qui contribue à sa manière au développement socio-économique du pays. Le reportage est signé Innocent Kilayo. C'est l'un des nouveaux métiers qui commence à faire ses preuves dans la capitale. Ces métiers consistent à réparer les bavettes, les parachocs et bien d'autres accessoires en plastique des motos et des voitures. Ousmane Madame fait partie des Tchadiens qui ont embrassé ces métiers. Il y a un monsieur qui nous a appris ce travail longtemps. Le fait d'aller payer les trucs qui vous coûtent cher, nous on préfère donc de vous faire ce travail comme celui de l'usine comme ça. Pour réparer les accessoires des motos et des voitures, Ousmane Madame n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Il nous faut au moins le charbon, il nous faut aussi le fil d'attache, il y a des pinces et on a aussi les matériels comme les trucs fabriqués par nos techniques alors. Le génie du réparateur d'ambassade n'en fait qu'aucun accessoire en plastique, des engins et même les postes téléviseurs ne lui dépassent. En plus de ces réparateurs bien connus, il y en a d'autres. Il s'agit de Ousmane Abakar et bien d'autres qui se sont spécialisés dans ce métier. À l'atelier d'Ousmane Abakar, alias Papou, les clients ne manquent pas. Bon, c'est très cher. Mais si Papa a collé, c'est devenu comme tu as acheté un neuf comme ça. Voilà qu'on amène chez les papos. Avec ce métier, Ousmane Abakar affirme joindre les deux bouts. Pour pérenniser ce métier, Ousmane Abakar a formé une dizaine de jeunes qui ont réussi à ouvrir à leur tour des ateliers. La cinématographie tchadienne va s'enrichir le 3 décembre prochain grâce à un jeune cinéaste tchadien installé en France. Toufdi Pépian, c'est son nom, a réalisé un long métrage qui aborde la question de l'immigration et de l'esclavage moderne. Le jeune cinéaste est actuellement en N'Djamena pour préparer le lancement de son film. Il s'est confié ce matin au micro de Télé Tchad. Suivez-le. Le film, je décris en fait le parcours d'une jeune tchadienne qui, on l'a promis, Voilà quelques problèmes techniques, je le disais donc bientôt un cinéaste va lancer officiellement son film, c'est un long métrage. Le jeune cinéaste qui est en France est arrivé à N'Djamena. Il est actuellement donc ici pour préparer le lancement de son film. Il s'est confié ce matin au micro de Télé Tchad. Je vous invite une fois de plus à l'écouter. Le film, je décris en fait le parcours d'une jeune tchadienne qui, on l'a promis, l'Eldorado le plus agréable en fait au monde, donc l'Europe qui brille à la télé. Voilà la jeune fille qui arrive en France et qui se retrouve dans une situation
qui n'est pas vraiment adéquate et qui on l'a promis que c'était vraiment facile, mais surtout dans les difficultés. Il y a nos grands frères qui font des bonnes choses, qui on les soutient et on s'inspire aussi, comme Mamad Saleh Haroun ou bien Issa Serge, voilà, je les apprécie énormément. Et moi je suis un jeune, donc j'ai une autre vision en fait des cinémas, donc une vision de cinéma jeune, accessible à tous et qui dit la vérité. On relate des choses qui sont à l'international, qui on les cache des fois parce que l'esclavage moderne aujourd'hui, que ce soit ici ou que ce soit en Europe, reste tabou. Et pour moi, parler aujourd'hui de ces films entre le Tchad et la France avec une production internationale me permet aussi quelque part de représenter mon pays qui est le Tchad. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit incident intervenu tout à l'heure. Et puis, le festival le plus connu des N'Djamenois, organisé chaque année en novembre, vient d'être lancé officiellement. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs souhaitent que ce festival soit présenté en 2 phases. Des précisions avec Innocent Kilayo. Lors de la 5e édition d'Ndjamvi de 2011, ce sont 41 groupes de musique locaux qui se sont relayés sur le plateau. Une participation record avec des innovations telles que les prix Ndjamvi Promo version hip-hop, le prix World de musique d'inspiration locale et le prix musique arabophone. Le festival Ndjamvi de 2011 a vu également la participation des artistes venus de l'extérieur du pays. En 2011, nous avons eu pour la programmation du côté international le Cameroun qui est représenté par 2 groupes, la Centrafrique qui est représentée par un groupe, le Mali qui est représenté par un Tchadien résident, étudiant, et le Bénin aussi représenté par un Tchadien qui est résident là-bas. Et nous avons aussi un Tchadien qui est entre le Tchad, le Burkina et la France, qui avait pris part à ce festival. Pour cette édition de 2012 que viennent de lancer officiellement les organisateurs, le festival aura lieu dans 2 sites. N'Djamena, la capitale, accueillera le festival du 22 au 24 novembre 2012. Et c'est à Dandi, à côté du lac Tchad, que le festival va éteindre ses lampions. Comme chaque édition a un thème, le thème de cette année porte sur le paludisme. Nous voulons solliciter le soutien des autres autorités du pays afin de nous permettre de réunir les moyens qu'il nous faut pour cette grande fête de brassage, de sensibilisation contre le paludisme et de partage pour une connaissance parfaite, gage d'une paix véritable. Par rapport à la participation record de 2011, le festival N'Djamvi de cette année a réduit le nombre de groupes musicaux pour des raisons de financement. Ce sont 24 groupes qui prendront part au festival. N'oublie pas l'histoire. En sport, les compétitions du 7e championnat national de karaté ont débuté ce matin à N'Djamena. 124 judokas venus de la capitale et des différentes régions s'affrontent au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nous retrouvons Innocent Kilayo. Pour cette 7e édition, il y a au total 124 judokas qui vont se rivaliser d'ardeur sur le tatami. Chez les dames, tout comme chez les hommes, les judokas venus des provinces et ceux de la capitale vont se battre dans les 8 catégories respectives. Les éliminatoires qui ont démarré en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Eikal Zakaria Ben Dibrin, ont été très engagés chez les hommes. Chez les filles, le retour sur le tatami de la vice-championne d'Afrique centrale Fatime Mahamad Mbodou dans la catégorie de moins de 57 kg a été promoteur. Si Fatime Mahamad Mbodou a fait un retour triomphal sur le tatami, par contre, chez Rosia Laldim Moïse, les choses ne semblent pas être roses. Je pars à l'école, donc je me concentre plus au cours que le judo, donc maintenant je suis revenue. Pour le président de la Fédération tchadienne de judo, le championnat vise à préparer les judokas pour les différentes compétitions internationales qui se pointent à l'horizon. Je vous demande, monsieur le ministre, d'avoir confiance aux judokas tchadiens, de soutenir cette jeune équipe pour qu'elle puisse prendre part dignement
à ce grand rendez-vous du judo africain au Botswana. Le ministre de la Jeunesse et des Sports demande aux compétiteurs beaucoup d'ardeur et de ténacité. Une discipline sportive reste après tout une machine complexe à fonctionner où aucun faux mouvement n'est permis. Pour cela, chers sportifs, vous devez faire preuve d'ardeur, de courage et de fair play pour mériter votre sélection et votre intégration dans l'équipe nationale de judo. Les finales de cette 7e édition s'annoncent palpitantes, surtout que seuls les meilleurs seront retenus dans l'équipe nationale. Football, le match de gala organisé à l'occasion de la Semaine nationale de l'arbre qui a mis aux prises hier l'équipe des communicateurs à celle du ministère de l'Environnement s'est soldée par la victoire des agents du ministère de l'Environnement. Score final 3 buts à 2. Les communicateurs très engagés dans la sensibilisation pour un Tchad vert ont préféré laisser le trophée mis en jeu à l'occasion de la Semaine nationale de l'arbre à leur adversaire. Tout simplement comme quoi les premiers défenseurs de l'environnement ne sont pas seulement les agents du ministère de l'Environnement, mais d'abord les communicateurs. Quel bel exemple. Bravo, chers confrères. La petite Remadi Angéline ne peut s'alimenter que par la sonde. Âgée d'environ 2 ans, elle souffre de sténose post-caustique de l'œsophage suite à une absorption accidentelle d'eau de Javel. Hospitalisée à la pédiatrie de l'hôpital général de référence nationale pour troubles hydroélectrolytiques, il s'avère que le plateau technique au Tchad ne peut pas prendre en charge une intervention chirurgicale de cette nature. La petite aurait été orientée vers un autre pays doté des structures nécessaires à une prise en charge adéquate. Mais Ngarsa Dira Michel et Mbapouline, parents de la petite, disent n'avoir aucun moyen pour évacuer Remadi Angéline. Ils sollicitent donc le soutien du gouvernement et de toute personne de bonne volonté pour aider leur fille à recouvrer sa santé. Attention aux âmes sensibles, un cas d'infanticide a été découvert hier au quartier Moursal. Un nouveau-né a été emballé dans un plastique. Les habitants, alertés par les aboiements des chiens en direction des caniveaux, ont appelé les sapeurs-pompiers qui ont remonté le corps sans vie du nouveau-né. Le chef d'unité du 6e arrondissement s'est rendu dans les lieux pour constater le crime et enlever le cadavre. Sur place, l'indignation s'est mêlée à la colère. Suivez ce témoignage de notre consoeur Mota Blandine qui était sur les lieux. Accoucher et puis voilà, donner à une personne ou laisser à l'hôpital, les gens vont s'en occuper. Mais jeter un bébé de cet âge, franchement, ça fait très mal. Maintenant que Dieu lui a donné, elle a jeté. Si on trouve cette femme, il faudrait qu'on la fasse bien corriger, quoi. Pour que prochainement, même s'il y en a qui veulent... Et bien justement, aux dernières nouvelles, la maman de ce bébé a été retrouvée. Et puis de la nécrologie dans cette édition, Doyengar Nodjimbang Dalalal Dibéré n'est plus de ce monde. Né en 1931, le 3 février 1931 à Bodo, il a successivement occupé, il a été plutôt élu conseiller territorial le 31 mars 1957, secrétaire du bureau de l'Assemblée, élu député le 31 mars 1959, questeur de l'Assemblée législative puis de l'Assemblée nationale de 1959-1960, 1961-1962, élu maire de la ville de Douba le 25 juin 1961, président de la Commission des travaux publics et des affaires sociales, secrétaire administratif du bureau politique national en avril 1961 jusqu'à 1973, ministre de l'équipement, de la reconstruction nationale et des domaines publics, avril 1979, conseiller personnel du président du comité permanent.
en 1980, ambassadeur et itinérant pour l'Occident en 1981, conseiller spécial à la présidence de la République en 1983, puis conseiller chargé de mission auprès du médiateur national de 2008 jusqu'à la date de son décès. Feu Doyengaro Nodjimban Dalal Dibéré laisse après lui 28 orphelins, 30 petits-fils et 7 arrière-petits-fils. Paix à son âme. Il a été reconduit dans son village natal hier. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, à la même heure. Bonsoir.